Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, a rencontré ce jeudi Alice Wahirimu Nderitu, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide. Alice Wahirimu Nderitu est au Rwanda depuis la fin du mois dernier et elle s'est entretenue avec des dirigeants à différents niveaux, notamment la Commission nationale de lutte contre le génocide sur des questions concernant la lutte contre le génocide et son idéologie, la riposte au négationnisme et comment les institutions peuvent continuer à travailler ensemble pour construire l'unité et la réconciliation. Vous suivez le journal de Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Le Rwanda a reçu aujourd'hui 108 000 doses de vaccins contre Covid-19, Johnson & Johnson, acquéries via le programme AVAT de l'Union africaine dans son effort de riposte à la pandémie. Le directeur général de RBC, le Dr Sabin Nsanzimana, qui a officiellement accueilli ces vaccins, a déclaré que ces doses viennent s'ajouter à d'autres que le Rwanda avait déjà reçues dans l'objectif d'accélérer sa campagne de vaccination. Le programme AVAT distribuera en tout 6 400 000 doses de vaccins dans différents pays africains et le Rwanda en recevra 2 191 000. Les organes chargés du suivi de la mise en application des mesures sanitaires contre la Covid-19 disent que même si certaines activités sont autorisées et que les heures de travail sont prolongées, l'on ne doit pas se laisser aller au relâchement et baisser la garde face à la pandémie de Covid-19, ajoutant que ceux qui n'appliqueront pas ces nouvelles restrictions seront sanctionnés. Kassim Youssouf nous en dit plus. Dans la ville de Kigali, le couvre-feu est fixé à 22 h jusqu'à 4 h du matin et les activités autorisées fermeront leurs portes à 21 h. À la gare de Nyabugogo, l'activité est intense et c'est la même chose que dans des lieux publics de commerce. Les personnes qui fréquentent ces places sont heureuses que les heures de travail soient prolongées. Avant, à 15 h, il n'y avait plus de tickets pour Nyaruguru, mais maintenant, on les trouve. Nous sommes vraiment très heureux. Ceux qui sont présentés à 13 h pour aller à Rusizi passaient la nuit à la gare parce qu'ils ne trouvaient pas de tickets. Maintenant, je pourrais leur donner le ticket de 14 h. Le Conseil des ministres a en outre autorisé la reprise des festivités mondaines et des rassemblements de personnes, notamment des concerts, festivals, expositions et autres, mais reprendront étape par étape et ceux qui participeront devront avoir été vaccinés contre la Covid-19 et avoir effectué le test de dépistage. Les jeunes sont heureux de pouvoir faire à nouveau la fête tout en appliquant les restrictions sanitaires. D'après moi, cela fait longtemps que les gens souffrent de la solitude, mais maintenant, nous sommes prêts car la plupart nous sommes vaccinés. Nous allons faire la fête pour déstresser, comme le dit Eddie Kenzo, être stressful. Le producteur Alexis Muyoboke, qui organise divers concerts, indique que c'est une opportunité que les artistes ne doivent pas rater. En fait, les artistes lisaient beaucoup les résolutions du Conseil des ministres. Nous nous sommes réjouis, mais mon message aux artistes est de les exhorter à appliquer davantage les restrictions sanitaires contre la Covid-19 pour que tout puisse bien se passer, parce que 2 ans sans concert, les artistes étaient en mauvaise posture. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, fait savoir que même si les restrictions sont atténuées, ce n'est pas l'occasion de baisser la garde et indique que ceux qui vont transgresser les instructions seront sanctionnés. Qu'il s'agisse des confessions religieuses, des sociétés commerciales, des hôtels, des restaurants, dans des salles qui accueillent des cérémonies de mariage, des salles de réunion, du sport, toutes ces activités sont autorisées de reprendre. Les propriétaires ne doivent pas attendre que le gouvernement aille voir leurs activités
parce que l'agent de police ne viendra pas compter les gens qui sont dans l'église, à la mosquée, mais plutôt les responsables des mosquées et des églises doivent dire que leurs fidèles doivent avoir une santé saine sans Covid. Celui qui organise le mariage doit avoir des volontaires qui l'aident à appliquer les restrictions sanitaires, car lorsque nous irons vérifier et que nous trouvons que les mesures ne sont pas appliquées, l'hôtel sera fermé, le jardin sera également fermé et les participants seront sanctionnés. Le couvre-feu dans d'autres parties du pays est fixé à 21 heures jusqu'à 4 heures et toutes les activités autorisées clôtureront le travail du jour à 20 heures. Toutefois, dans les districts de Burera, Gicumbi, Kirehe, Ngoma, Nyagatare, Nyamasheke, Nyaruguru et Rwamagana, où le taux de prévalence Covid-19 est élevé qu'ailleurs dans le pays, les déplacements sont interdits de 20 heures à 4 heures. Les activités autorisées dans ces districts doivent fermer à 19 heures. Alors que le taux de propagation de la pandémie Covid-19 ne fait qu'augmenter en district de Nyagatare, les responsables de ce district estiment que cette augmentation est due au non-respect des mesures sanitaires mises en place par le pays pour combattre la maladie. L'autre cause est le manque d'informations, car certaines personnes se rendent chez le médecin dans un état déjà grave après avoir confondu la Covid et une simple grippe. Pour le moment, le taux d'incidence de la maladie est de 17,8% au niveau de ce district. Patrick Nidandi nous fait le point. Un peu partout dans le district de Nyagatare, dans ces centres commerciaux, le taux de contamination à la Covid-19 est assez élevé et les populations locales estiment que les mesures sanitaires sont fort peu respectées, les masques ne sont pas portés correctement et même des fois pas du tout dans certains secteurs reculés. Les lavoirs de mains ne sont pratiquement pas utilisés devant les boutiques ou complètement ignorés par les clients. À plusieurs reprises, il n'était pas rare de constater que les gens négligeaient de suivre les directives. Ils s'attendent généralement à voir débarquer des responsables pour leur rappeler au respect des mesures, comme le port de masque et les autres directives. Mais sinon, ils n'y accordent aucune importance. Ils font ce qu'ils veulent. Il est nécessaire que les gens se réveillent, sinon les mesures de confinement ne seront jamais levées. Selon les statistiques quotidiennes publiées par le ministère de la Santé, le nombre de personnes vivant avec la Covid-19 en district de Nyagatare était estimé à 904 personnes au mois d'août. Selon l'administration de l'hôpital de Nyagatare, le secteur de Nyagatare est au premier rang pour avoir le plus grand nombre de patients, suivi des secteurs de Rukomo, Mimuri et Karangazi. Le maire adjoint du district de Nyagatare pour les affaires sociales a déclaré que l'une des raisons de l'augmentation du nombre de personnes infectées par la Covid-19 était le fait que certaines personnes malades et porteuses du virus de Covid-19 ont caché leur état et ont continué à ignorer les mesures sanitaires, mettant en danger leurs voisins et compatriotes. Mais beaucoup ignoraient même l'existence de la maladie en la confondant à d'autres maladies. Une chose que nous pouvons voir dans le village, c'est que les gens sont infectés par la Covid-19, mais la confondent avec d'autres maladies. C'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Certains vont chez les médecins en indiquant souffrir des problèmes respiratoires ou de la malaria. Mais après diagnostic et examen, malheureusement, c'est la Covid-19 qui est trouvée. Nous continuons à appeler la population à la prudence et à se faire dépister à la Covid-19 dès l'apparition des premiers signes, afin qu'ils sachent où ils en sont. Les infections à la Covid-19 en district de Nyagatare atteignent un taux de 17,8%. Cette situation a conduit le Conseil des ministres du 1er septembre dernier à prendre des mesures, comme des restrictions à la circulation à Nyagatare, Burera, Gicumbi, Ngoma, Kirehe, Rwamagana, Nyaruguru et Nyamasheke pour tenter d'infléchir la courbe de la contamination à la Covid-19.
Selon le ministre de l'administration locale, le confinement est le dernier recours pour ces districts jusqu'à ce que le nombre de personnes infectées s'arrête ou diminue considérablement. Le district de Nyagatare a un taux d'infection de 17,8%, tandis que celui de Gichumbi est de 17,1%, ainsi que ses autres districts ont respectivement 11%, 10%, 7,8% et 7,2%, et toutes ces statistiques ont été publiées récemment. Mais il y a d'autres parties du pays, dont la ville de Kigali, où une baisse significative est observée autour de 0,8%. L'allègement des mesures a été pris pour permettre aux gens de pouvoir travailler et gagner leur pain. Pendant ce temps, la campagne de vaccination contre la Covid-19 en district de Nyagatare et dans tout le pays est en cours. Mais les ministères de la Santé indiquent que les districts comptant le plus grand nombre de résidents infectés par la Covid-19 seront prioritaires. Le ministère a également déclaré espérer que d'ici la fin 2021, le pays ait pu vacciner au moins 30% de sa population et 60% de Rwandais devraient être entièrement vaccinés d'ici à la fin 2022. Merci Patrick. Le journal continue. Je vous l'ai dit en titre, le ministère du Commerce et de l'Industrie annonce que le programme SheTrades va considérablement appuyer les femmes qui font du commerce, puisqu'il y a des institutions financières qui ont accepté de soutenir ces commerces. Kassim Youssouf nous en dit plus. Certaines femmes, telles que Murekatete Joy et Sharon Akanyana, indiquent que les femmes progressent considérablement dans le commerce, mais pas comme les hommes, parce qu'il y a des opportunités qui échappent aux femmes selon le milieu où elles se trouvent ou la nature de leurs activités. Certaines femmes d'affaires n'ont pas d'opportunités telles que des subventions parce qu'elles n'ont pas ce qui est requis ou en raison du milieu où elles se trouvent, mais ces femmes ont des objectifs qu'elles souhaitent atteindre. Par exemple, vous constatez qu'il leur a été demandé de présenter certains des documents qui montrent comment elles rémunèrent leurs employés, mais ceux qu'elles ont embauchés n'ont pas de compte en banque. Environ 98% des femmes pratiquent le commerce informel parce qu'elles sont confrontées à certains obstacles. 33% des femmes dirigent des sociétés commerciales et seulement 1% sont dans le commerce de gros. Le programme SheTrades, inauguré ce jeudi, prévoit que les femmes qui veulent bénéficier de différentes formations sur le commerce doivent le demander par écrit pour bénéficier des conseils. Cela aidera les femmes d'affaires à monter à bord ou à être sur une plateforme avec d'autres femmes d'affaires dans diverses entreprises, échangeant ainsi divers produits entre elles. Cela changera la donne, ce qui est exactement ce que nous visons, que chaque femme obtienne ces opportunités. Une autre chose, de nombreuses femmes sont dans le commerce informel et nous voulons qu'elles s'élèvent et commencent à faire des entreprises formelles. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Beata Abiyarimana, rassure les femmes qui sont dans le commerce d'être accompagnées dans ce programme en mettant en place des infrastructures, des formations et autres. Si beaucoup de femmes ont la difficulté de trouver le capital initial ou l'hypothèque bancaire, elle dit que certaines institutions bancaires ont accepté de collaborer avec les femmes qui sont dans le commerce. Jusqu'à présent, nous avons 2 institutions financières et elles ont déjà signé des accords avec l'une d'elles. Elles travailleront avec des membres du programme SheTrades. Elles vont également travailler avec un fonds de subvention qui aidera ceux qui n'ont pas de garantie à l'obtenir. Le lancement du programme SheTrades s'est déroulé virtuellement. Au Rwanda, entre 100 000 et 200 000 femmes sont dans le commerce et constituent 30% de tous ceux qui pratiquent le commerce dans le pays.
L'Organisation internationale pour la consolidation de la paix, Interpeace, a mené des recherches en district de Bugesera et a constaté que 44% des survivants du génocide contre les Tutsis âgés de 45 ans et plus souffrent de problèmes liés à un traumatisme. La recherche a également révélé une dépression parmi les enfants de survivants du génocide, bien qu'ils soient nés après la fin du génocide contre les Tutsis sur Rwanda. Les derniers chiffres de la Commission nationale pour l'unité et la réconciliation indiquent que Bugesera arrive en deuxième position dans tout le pays parmi les districts en matière d'unité nationale et de réconciliation avec 97%. Les autorités locales expliquent vouloir chercher de nouvelles stratégies pour approcher ces personnes et travailler avec elles à la résolution de ces problèmes mentaux, du moins ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide des professionnels de la santé. Aussi présent, l'ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda, Nicolas Belomo, il a salué les progrès réalisés par le Rwanda dans ce domaine au cours de ces dernières années en promettant le soutien de son organisation dans ce processus. La recherche menée en octobre de l'année dernière a également révélé que 44% des survivants du génocide contre les Tutsis âgés de plus de 45 ans sont des femmes et que 29% sont âgés de 28 à 44 ans et sont les plus touchés par les traumatismes et la dépression. La recherche a également révélé que 33% des auteurs de génocide enfermés pour leurs crimes et 22% qui ont été libérés après avoir purgé leur peine souffrent de dépression. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Ce jeudi, des acteurs de la construction de la paix durable ont terminé une formation visant à consolider la culture de la paix partout où cela s'avère nécessaire. Les détails avec Patrick Milidandi. Certains parmi les personnes ayant bénéficié de cette formation sur la construction de la paix durable indiquent être prêtes à partager leurs connaissances acquises avec leurs collègues, surtout dans le domaine de l'éducation, afin de consolider la paix dans le monde. Cette formation, avec les matériaux didactiques, vont nous permettre de remplir convenablement notre mission. Avec ces matériels didactiques, nous allons pouvoir aider les autres à bénéficier de cette formation. Mugenzi Naokurigayo Léon, directeur en charge du développement et de gestion des enseignants au sein du REB, l'Agence rwandaise pour la promotion de l'éducation, a expliqué que les conflits sont multiformes et que les personnes formées proviennent des différents milieux et vont permettre de disséminer ces concepts dans différents coins du pays. Les responsables du projet Éducation à la paix au sein de la région de Grand Lac, Immaculée Mukamobito, a expliqué l'importance de renforcer des capacités en matière de culture de la paix. Nous organisons des formations qui viennent s'ajouter à d'autres activités. Certains disent que le problème réside dans la culture de la violence, la maltraitance diffusée dans plusieurs coins de la région, et nous venons avec l'enseignement de la culture de la paix comme chemin pour éradiquer cette culture de la violence. Les personnes formées indiquent qu'ils vont utiliser les matériaux didactiques obtenus dans cette formation pour diffuser davantage cette culture de la consolidation de la paix durable le plus loin possible et au plus grand nombre. Suite à l'annonce de son partenariat avec Grace Ingabire Miss Rwanda 2021 et Rwanda Inspiration Backup Organization, Africa Improved Foods a lancé un projet de soutien aux agents de santé communautaires afin de reconnaître et de soutenir les efforts des agents de santé. Africa Improved Foods a développé un projet qui leur a permis d'avoir des activités génératrices de revenus. C'est dans cet esprit qu'elle a fait don de 6 porcs à 3 coopératives d'agents de santé communautaire du district de Guamagana avec un plan de distribution solide qui garantira que les 1900 agents de santé communautaire regroupés dans 15 coopératives de la région bénéficient de ce projet. Des médicaments, de la nourriture et un suivi seront également fournis pour assurer la réussite du projet. L'élevage porcin au Rwanda s'est progressivement développé, atteignant 76% au cours de ces dernières années.
Et avant de passer à l'international, c'est le moment d'accueillir l'invité de ce journal. Le 18e sommet de la francophonie, le premier sous le mandat de Mme Louise Mushikiwabo, se déroule en novembre prochain, où la secrétaire générale va débattre avec les chefs d'État des avancées qui ont été faites. Aujourd'hui, la directrice de la communication et porte-parole de l'OIF est revenue sur le cinquantenaire de cette organisation immortalisée dans l'ouvrage La francophonie de l'avenir. Elle s'est entretenue avec Amandine Ndikumasabo. Suivez. La francophonie a célébré ses 50 ans en 2020. Et c'était donc un anniversaire, une date importante pour l'organisation. Donc c'est vrai que quand la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a été élue, on a dès le départ commencé à réfléchir à la célébration de cet anniversaire important. Et donc nous avons eu l'idée de ce livre pour justement immortaliser cet anniversaire par un ouvrage qui permettrait d'expliquer et de montrer tout en images et en texte ce qu'est la francophonie institutionnelle, ce qu'elle fait au quotidien, quelles sont ses actions sur le terrain. Dans ce livre, il y a une partie, c'est clair qu'il y a une partie où les jeunes se sentent le plus francophones. Quelle méthode avez-vous utilisée pour collecter ces données qui viennent à conclure que c'est dans l'Afrique centrale, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord où les jeunes se sentent le plus francophones? En fait, en 2020, quand on a célébré cet anniversaire, donc c'était avant de savoir qu'il y aurait la pandémie de Covid-19, mais quand on préparait la célébration de cet anniversaire, on a mis en place, donc on a travaillé sur ce livre, mais on a également, la secrétaire générale a souhaité lancer une grande consultation auprès de la jeunesse francophone. Nous avons fonctionné essentiellement par questionnaire. La méthode du sondage, nous avons diffusé des questionnaires en ligne et aussi papier pour toucher même les jeunes qui ne sont pas connectés à l'Internet. Et nous avons questionné à peu près 10 000 jeunes répartis sur 134 pays. Donc comme vous le voyez, on a même été au-delà des pays membres de la francophonie. Nous avons été toucher même les communautés francophones qui résident dans des pays qui ne sont pas membres de la francophonie, pour pouvoir avoir l'image la plus véridique de ce que les jeunes pensent. La francophonie est une grande organisation qui accentue les relations basées sur la diplomatie, le numérique, la santé, plusieurs domaines. Comment faites-vous pour que les autres communautés qui ne sont pas francophones puissent bénéficier de vos programmes ou bien réciproquement qu'on puisse bénéficier des programmes qu'on a? En réalité, la francophonie est un espace qui est très diversifié, qui est multilingue. Je pense que, excepté la France où il n'y a que le français comme langue parlée, la quasi-majorité des pays membres de la francophonie ont d'autres langues qui cohabitent avec le français. Donc forcément, quand la francophonie institutionnelle, donc quand l'OIF lance un programme dans un pays, forcément ce programme va bénéficier à des personnes qui parlent le français, mais qui parlent également d'autres langues, des langues nationales, des langues locales. Et ça, c'est vraiment dans cet esprit-là que la francophonie opère. Donc on est une organisation qui s'adresse aux francophones du monde entier, mais également aux personnes qui vivent dans un contexte multilingue qui caractérise quasi l'ensemble de nos pays. En novembre cette année se tiendra le 18e sommet de la francophonie. Pourriez-vous nous parler des attentes de la secrétaire générale pour ce grand rendez-vous institutionnel qui se passe tous les 2 ans? Alors, le sommet de la francophonie se passe tous les 2 ans. Donc pour la secrétaire générale, c'est le premier sommet qu'elle va diriger. Le dernier sommet étant celui où elle a été élue, à Erevan. Donc c'est un rendez-vous qui est très important parce que c'est le rendez-vous qui réunit les chefs d'État des pays, des États membres et des gouvernements membres de la francophonie. Donc c'est un rendez-vous qui est vraiment très important. Donc pour la secrétaire générale, il y a beaucoup d'attentes sur ce moment, ce grand rendez-vous politique. Ce sera l'occasion de pouvoir débattre avec les chefs d'État des avancées qui ont été faites ces dernières années, ces 2 dernières années depuis sa prise de fonction. Et surtout parce que lorsqu'elle a été élue, les chefs d'État, les pays ont vraiment demandé à ce que la secrétaire générale relève le défi de la transformation
transformation de cette organisation, pour la moderniser, pour vraiment l'amener vers plus d'efficacité, plus d'utilité, plus de pertinence. Et donc ce rendez-vous-là, à 2 ans, à la moitié de son mandat, en fait 3 ans parce que ça a été décalé à cause de la pandémie, ce sera le moment de faire le bilan de tout le travail qui a été fait depuis sa prise de fonction pour répondre à cette demande bien précise de modernisation de l'institution.